Bonjour à tous. Pour commencer, je vais faire la timeline, la chronologie, quoi. Donc, ça concerne les événements au Proche-Orient, l'œil d'Isis et autres surtout les temps morts. Donc, une petite chronologie sur ce qui a abouti à l'État islamique. Donc, officiellement, c'est le 15 novembre 2011 que des manifestations anti-Bachar el-Assad ont eu lieu en Syrie. Donc, suite aux manifs, en fait, il y a vite eu une prise en main d'une opposition via les frères musulmans, en fait, qui se sont structurés au sein d'une armée syrienne libre pour porter l'opposition et porter l'opposition armée. Donc c'était fin d'année 2011, début d'année 2012. L'opposition, le début de la guerre en Syrie, en Irak, le IL, ça a commencé par des affrontements cultuels, régionaux, vu que les populations ont des territoires. Et donc il y a vraiment, on ne peut pas dire que c'est comment dire, que ça s'est fait sans au moins une participation de personnes locales, quoi. J'avais fait une vidéo, c'était les révolutions Made in CIA viétiques, donc je vous les invite à les revoir. J'avais parlé du cas de la Syrie, celui de l'Égypte, celui de la Libye. Donc les printemps arabes qui ont dérivé, quoi. Et donc il y aura plus d'éléments, je pense, d'analyse, mais donc il y a eu cette première étape. Ensuite, c'était aux alentours de juin 2012. On voit l'arrivée d'Al-Qaïda dans le conflit syrien, qui rapidement prend le pas sur l'ASL, sur l'armée syrienne libre. Donc dans le cadre de la vidéo Les révolutions arabes Made in CIA viétique, on voyait en fait que dans un premier temps, c'était peut-être les frères musulmans qui étaient des courroies de transmission dans les manifestations, dans le printemps arabe. Et tous les pays qui ont été secoués par un printemps arabe, en fait, ont été repris ensuite par des intérêts saoudiens plus que par des intérêts qataro-turcs. Donc ça participait en fait de cette... c'était la vidéo, l'interview de Bezmenov en fait qui expliquait un petit peu les choses, et donc j'avais essayé d'analyser ça par rapport à ce que nous apprenait Bezmenov. Donc les combats, ils s'affrontent pendant presque une année, pendant 6 mois. Une chose qui semble-t-il n'a rien à voir, mais quand même, c'est en février 2013, la paire de secrétaire d'État Clinton-Panetta est remplacée par la paire Kerry-Hagel, je ne sais pas trop comment le prononcer. Au niveau américain et de la diplomatie, on voit un changement en fait. Ensuite, il y a toujours les affrontements qataro-saoudiens, ASL, contre Al-Nusra. En fait, c'est pas Al-Qaïda. Sur le terrain, ils ont changé de nom, c'est Al-Nusra. Donc après, on peut arriver à septembre 2013 avec la fameuse attaque chimique de la Ghouta. Donc il y avait un risque, on ne sait pas dans quelle mesure c'était programmé, dans quelle mesure ça a été évité et autres, d'une intervention directe US, qui donc n'a pas eu lieu.
novembre 2013, Bachar al-Assad redonne tout son arsenal chimique et conclut un accord intérimaire sur le nucléaire iranien. Donc ça devait durer 6 mois. Donc les sanctions sont suspendues en fait, le boycott de l'industrie pétrolière, de l'industrie automobile qui a coûté cher à Renault est suspendu, ou à Peugeot, non c'était à Peugeot. Et nous voyons ensuite cet accord, fin 2013, vers le mois de décembre, l'arrivée en force de l'EIIL, l'œil d'Isis, qui s'oppose à l'ASL et à Al-Nusra. Donc ils attaquent la profondeur stratégique, les arrières de l'ASL et du front Al-Nusra. Il reproche aux Moudjahidines de ne pas appliquer la charia une fois qu'ils ont conquis du terrain, et donc ils les combattent pour appliquer la charia. Dans les faits, le président syrien, le régime syrien ne bombarde pas le IIL. Plus tard, Hassan Nasrallah, qui de cette façon reconnaîtra tacitement qu'il y avait bien un problème local aussi, qu'il y a une différence entre le faire et le laisser faire, pour justement tendre le cou à la rumeur que le IIL était le faux-nez des services de l'axe chiite. Donc en disant qu'il y a le faire et le laisser faire, s'il a laissé faire, c'est que ça profitait à leurs intérêts. Leurs intérêts, c'était justement de mettre à mal une opposition armée locale et réelle, quoi. Donc le IIL sort d'Irak pour venir directement en Syrie. On arrive en avril 2014. Donc il y a une prolongation de l'accord nucléaire iranien, on va l'appeler l'ANI. Ensuite, nous arrivons au premier Ramadan, en juillet 2014, et l'œil d'Isis, le IIL, retourne en Irak, fait tomber les armées de Maliki, qui est chiite. Donc encore une fois, on pourrait supposer que c'est l'axe chiite qui renforce l'État islamique, et donc le IIL devient l'État islamique. Les Moudjahidines de l'ASL et du Front Al-Nusra, qui étaient plus des locaux, sont réduits à une portion congrue en fait. Sur le terrain, ils ne représentent vraiment plus grand chose. Enfin, après juillet 2014, on va arriver à lundi dernier, le 24 novembre 2014, et une nouvelle prolongation de l'accord sur le nucléaire iranien, toujours dans 6 mois, donc ça devrait arriver. Il y aura peut-être un accord en avril 2015, un accord politique, et des annexes en juin 2015, donc les 6 mois après, 6-7 mois après. Donc voilà une petite chronologie. Donc on est après le 24, on est le 26. Donc le temps mort. Pourquoi le temps mort? C'était dans la vidéo précédente avec de la fumée dans l'œil. Je vous parlais du hadith, de la citation recueillie dans un des volumes d'Albani, c'est le 2995, la citation de Mohammed, qu'elle appelle la prière de Dieu sur lui. Et donc dans celle-ci, il est dit en fait qu'avant la venue du Dajjal, il subsistera un émirat qui sera un faux émirat, qui
sera reconnaissable avec une fumée grisâtre. Donc dans la précédente vidéo, j'ai essayé de voir un petit peu ce que pouvait être cette fumée grisâtre. Et sur un traité de paix, donc là c'est une autre hypothèse farfelue par rapport à la précédente, pour parler de ce traité de paix, car à chaque fois, on remarque que l'accord et les prolongations d'accords, en fait, il y a le IL qui s'intercale entre le IL qui est apparu, qui a été laissé faire dans son apparition, si on en croit le Hezbollah, par l'axe chiite de la résistance. Donc possiblement, en fait, le traité de paix ne concerne pas en lui-même cet émirat, mais peut-être un autre traité de paix. Et donc l'hypothèse farfelue, en fait, c'est que il y aura un accord sur le nucléaire iranien en juin 2015, et que cet accord va laisser en vie le IIL, l'ISIS, l'État islamique. Les deux parties y ont intérêt, quoi. Si l'État islamique en fait est un faux-né de l'Iran, ou si c'est un faux-né des Américains, les deux ont intérêt à avoir ce traité de paix. Obama, pour sa réélection, il s'est quand même mis en danger, donc il a fortement envie d'avoir quelque chose au niveau international. Les Iraniens, parce qu'ils ne vont pas pouvoir reculer indéfiniment les sanctions au-dessus de leur tête, donc les deux ont intérêt à signer. De plus, l'État islamique n'est pas réellement une menace, pour l'instant ils sont contenus par les frappes, donc ils peuvent continuer plus ou moins à faire en sorte que ça traîne en fait en longueur, et puis de frapper plus tard l'État islamique. Donc ouais, une petite hypothèse farfelue avec ce hadith et ce traité de paix. Peut-être que le traité de paix ne concerne pas réellement et en tant que tel l'émirat qui va subsister avant la venue de l'antéchrist, du Dajjal, et que ce traité de paix est peut-être cet accord sur le nucléaire iranien. Donc voilà, bonne continuation.